Je m'appelle Jeremy Wade. Je suis explorateur, biologiste et pêcheur. Regardez, le voilà. J'ai pêché beaucoup de poissons extraordinaires, dans les fleuves et les rivières du monde entier. Des poissons qu'on pourrait qualifier de véritables monstres. D'ordinaire, je dois traverser la planète pour trouver les spécimens parmi les plus gros. Ça y est! Et d'après certains, parmi les plus féroces, des poissons d'eau douce du globe. Ce n'est pas souvent que j'entends parler d'un monstre aquatique à deux pattes chez moi. C'est pourtant ce qui vient de se passer. Un article de la presse allemande raconte que des pêcheurs auraient été attaqués dans un lac à la périphérie de Berlin. C'est loin d'être un endroit exotique. Un monstre aquatique à 15 km d'une métropole contemporaine. Serait-ce possible? C'est une occasion à ne pas manquer. Je prépare déjà mon matériel de pêche. J'ai mon idée quant à l'identité du coupable. Et si j'ai raison, il s'agit d'un poisson dont la sinistre réputation le poursuit depuis l'époque médiévale. Le voilà! Le voilà! Le silure est le plus grand poisson d'eau douce d'Europe. Il peut peser plus de 100 kilos. J'ai fait quelques recherches sur ce prédateur de la famille des siluridés. J'ai découvert que depuis qu'il existe des registres documentés, l'Europe semble avoir elle aussi son mangeur d'hommes attesté. Il semble que le silure ait l'habitude de faire la une des journaux. Ce poisson alimente les faits divers depuis des siècles. Et il est décrit comme un monstre cannibale. Je me suis renseigné et sincèrement, j'ignorais qu'il avait une telle réputation. Au XVIe siècle, une tête et une main d'homme portant une bague en or retrouvée dans l'estomac. En 1630, le corps d'un enfant de 7 ans. Le corps d'une femme. 2 filles dévorées. Et ça continue. Mais tout ça est terriblement alléchant. Il n'y a ni faits ni chiffres, à moins de tenir compte de ceci. Si c'était l'équivalent d'une première page de journaux au XVIe siècle, vous iriez vous baigner? Ce serait trop simple de considérer ces récits comme l'œuvre d'esprits superstitieux, ignorants et moyenâgeux. Ces histoires d'attaques et de morceaux de corps humain retrouvés dans l'estomac de silures sont monnaie courante en Europe de l'Est, de la Russie à la Pologne, depuis la nuit des temps et encore de nos jours. Je suis récemment tombé sur un article de la presse allemande concernant des nageurs dans un lac qui auraient été attaqués probablement par un grand silure. Je suis en route vers l'Allemagne pour enquêter sur ces attaques et peut-être élucider le mystère d'un tueur en série qui terroriserait l'Europe depuis le Moyen Âge. L'Allemagne est à la pointe du développement urbain. Bien que profondément ancrée dans l'histoire, elle est désormais habillée de verre et d'acier, ce qui est assez inhabituel pour un monstre mangeur d'hommes. Le lac Schartensee se trouve à 10 minutes du centre-ville de Berlin. Et c'est devenu le Loch Ness allemand. C'est ici que les attaques ont eu lieu. Ce lac de plus d'1,5 km de long et de 200 mètres de large s'est formé à l'ère glaciaire. Des milliers de Berlinois viennent ici quand il fait chaud pour se rafraîchir et se baigner. Mais ceux qui n'ont pas lu les journaux ou vu le journal télévisé pourraient bien avoir une mauvaise surprise la prochaine fois qu'ils tremperont les orteils dans ces eaux idylliques. Ces eaux froides ont toujours servi de refuge aux silures. Et avec 8 mètres de fond par endroit, le lac a largement de quoi dissimuler un monstre géant. Les attaques étaient localisées et se concentraient sur 2 zones restreintes. Des zones surprenantes, d'après les pêcheurs de la région, où les silures n'ont pas l'habitude de se cacher. Que s'est-il donc passé? Je vais poser la question à l'une des victimes, Jonas Weg.
Que s'est-il passé exactement ce jour-là? Il y a 2 ou 3 mois, je nageais depuis 10 ou 20 secondes dans le lac, quand soudain, quelque chose m'a mordu. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'ai eu un choc. Et j'ai eu très mal. C'était très douloureux, bien sûr. C'était à cet endroit? Oui, juste ici. Dans un lac d'eau douce, si loin de l'océan, on ne s'attend pas à être attaqué par un poisson. Ça n'est pas censé arriver. Être mordu par un silure, c'est faire l'expérience de 2 mâchoires puissantes, criblées de centaines de petites dents pointues comme des aiguilles. Des muscles énormes génèrent une pression phénoménale. C'est un peu comme se retrouver pris dans un étau recouvert de papier de verre. Avant cet incident, vous aimiez venir ici? Bien sûr. Je venais nager tous les jours. Mais depuis, je ne viens plus. En général, il y a toujours 100 ou 200 personnes qui se baignent. Les gens ont pris peur. Oui, bien sûr. Jonas n'est pas la seule victime. Presque au même endroit, Katharina et son amie Clara ont fait une mauvaise rencontre qui les a chassés de l'eau pour de bon. C'était un jour d'été comme les autres. On a eu envie de se baigner avec des amis et on est tous allés au lac. On nageait et on barbotait dans l'eau. On discutait quand j'ai senti quelque chose tourner autour de mes jambes. Mais je ne savais pas ce que c'était. J'ai cru que c'était un serpent dans l'eau. Soudain, quelque chose s'est emparé de ma jambe. Puis j'ai vu la blessure. Il y avait du sang. J'étais blessée à 2 endroits, ici et de l'autre côté, ici. Je suis allée à l'hôpital avec ma mère. Les médecins ont été très surpris. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Et il y a eu d'autres attaques, toujours selon le même schéma. Des nageurs mordus aux jambes qui sortent de l'eau terrorisés et en sang. Ces attaques contemporaines prouveraient-elles que le monstre aquatique européen n'est pas qu'une légende médiévale? D'après ce qu'a dit Jonas, la conclusion évidente est que c'était une agression. Le silure défend son territoire. Quand il fait son nid, si on s'approche, il mord. Mais pour Katharina et son ami, il y a un autre scénario possible. J'ai cru que c'était un serpent dans l'eau. Vous le sentiez onduler? Pour les silures, quelque chose de long qui bouge dans l'eau n'est pas une jambe, mais un autre silure. Ils peuvent être violents pendant l'accouplement, et c'était la saison des amours. Ce n'était peut-être pas une agression, mais autre chose. Je veux découvrir ce qui a provoqué ces attaques, et si le silure est vraiment capable de ce dont on l'accuse. Pour savoir ce qui se passe sous l'eau, j'enquête avec mon caméraman Simon et un mini sous-marin. J'ai également demandé l'aide du docteur Christian Wolter, des pêcheries berlinoises, pour me donner un avis d'expert. On est venu examiner la scène du crime et voir si ce que nous savons de la biologie du silure peut expliquer une telle agression. Ça fait environ 10 mètres. C'est là que le garçon a été attaqué. On va s'installer là-bas, à un peu plus d'1 mètre de fond. Mais on est au milieu des algues à cette profondeur. Ce n'est pas grave. J'aurais cru que ce serait un problème. On pourrait presque tenir debout à cet endroit. C'est donc plein d'algues et peu profond. Mais pour le docteur Wolter, c'est idéal pour l'aider à comprendre ce qui se passe. Le silure n'a fait que réagir comme n'importe quel animal en défendant sa progéniture, car les nageurs ont piétiné son nid. Il y a quelque chose de particulier à l'endroit où ça s'est passé? Ce sont des endroits de reproduction connus. C'est peut-être pour ça que c'est arrivé si près de la berge. L'endroit où les attaques se sont produites est un terrain de reproduction? Il construit son nid dans les plantes où la femelle pond ses œufs, puis les parents protègent le nid.
La seule explication possible, c'est que c'était la saison des amours et qu'ils avaient fait leur nid ici. Ils faisaient le guet et attaquaient tout ce qui s'en approchait. Pour ce silure, ça devait être un stress énorme de protéger le nid avec tous ces nageurs autour. Donc, c'était une réponse à une provocation. Le silure protégeait son nid. Des écrevisses et autres poissons mangent les œufs si le nid n'est pas gardé. C'est pourquoi le silure couvre ses 300 000 petits œufs jaunes pour les protéger des prédateurs, petits ou grands. Deux caractéristiques définissent un mangeur d'hommes. Le silure en a le comportement. Mais en a-t-il la capacité? A-t-il suffisamment de cran pour passer à l'action? Quand j'étais plus jeune, j'ai attrapé des petits silures. Quelle taille doivent-ils atteindre pour représenter une réelle menace pour l'homme? Inutile de pêcher sur les lieux de l'attaque. La saison des amours est terminée. Je demande conseil à un pêcheur de la région, Horst Statachi. Il sait où trouver des silures à cette époque. Moi aussi. Première chose à faire, surmonter la barrière de la langue. Je vois. D'accord, je comprends. C'est un boucher. D'accord. Et maintenant, il pêche. Il pêche. D'accord. D'accord. Un gant, c'est pas bon. Il en faut toujours deux. Avec un gant, le poisson vous tord le poignet et le bras. Il en faut deux. Une fois les meilleurs coins localisés, on prévoit de commencer au crépuscule. C'est là qu'il faut pêcher? Le silure est un prédateur nocturne. Son corps est recouvert de capteurs sensoriels. La ligne latérale que possèdent tous les poissons leur permet de sentir les vibrations dans l'eau. Mais le silure a des capteurs supplémentaires sur la peau. Sans compter ses barbillons d'une efficacité redoutable, ils lui permettent de détecter la moindre variation dans la composition de l'eau. En résumé, tout ce qui le conduit à un repas potentiel, des poissons aux crustacés, en passant par les oiseaux aquatiques. Quand on est confronté à des sens aussi développés, il faut avoir recours à des techniques musclées, mais rusées. J'ai une ligne très solide, capable de remonter 80 kg. Donc je peux tenir bon et l'empêcher d'embarquer la ligne. Il ne faut pas qu'il s'enfonce parmi les arbres. J'ai un flotteur qui glisse, mais jamais au-delà du nœud, et qui rejoint un hameçon simple, assez conséquent. Quelque chose au bout de cet hameçon doit aller chez ma proie. Un poisson mort en guise d'appât devrait suffire à piéger un gros silure. Le silure du lac ne se montre pas. Mais je ne suis pas venu pour rien. Je sais maintenant qu'il peut avoir une attitude agressive. On dirait que les attaques de Berlin n'étaient pas prédatrices, mais défensives. C'était un comportement protecteur à la saison des amours. Mais les victimes n'en ont pas grand-chose à faire. Elles sont sorties de l'eau les jambes en sang, ce qui ne fait que souligner une vérité terrifiante. Un silure est suffisamment grand et intrépide pour être un mangeur d'hommes potentiel. Et j'ai entendu parler d'un endroit où les silures atteignent une taille digne des récits cauchemardesques du Moyen Âge. Je me rends au nord de l'Espagne, sur le fleuve Èbre. En 1974, un scientifique allemand a introduit des silures dans ce fleuve. Depuis, non seulement ils sont plus nombreux, mais ils sont plus gros. Le silure est devenu en quelque sorte la créature de Frankenstein de l'Espagne.
Il y a 3 raisons pour lesquelles les silures deviennent si gros ici. C'est à la fois l'œuvre de l'homme et de la nature. Pour commencer, il y a 3 énormes barrages, ce qui veut dire qu'il y a plus d'eau, et donc plus d'espace de vie pour les poissons. En plus, l'eau est chaude. Donc les poissons à sang froid se nourrissent pendant plus longtemps dans l'année qu'en Europe de l'Est ou à Berlin. Et cet endroit est rempli de poissons, surtout de carpes. Les pêcheurs qui viennent ici jettent d'énormes quantités d'appât et mettent l'écosystème en mode turbo. Dans ce fleuve, on rejette ce qu'on pêche. Donc chaque année, les poissons sont encore plus gros que l'année passée. Des monstres de plus de 100 kilos peuplent déjà ces eaux. Le silure vit jusqu'à 80 ans. Et les poissons de cette taille attirent les pêcheurs du monde entier. On raconte par ici qu'un silure aurait régurgité un chat après avoir été pêché. Mais personne ne l'avait vu manger le chat. Il était peut-être mort et flottait à la surface, un peu comme ce chiot là-bas. Les silures mangent tout ce qui tombe à l'eau. Et c'est bien normal. C'est comme ça qu'ils prennent des forces et deviennent si gros. Partout dans le fleuve, je vois de la nourriture prête à être mangée par un silure. Viens là, je l'ai. Il est encore en vie. Des petits poissons flottent à la surface. Il y en a un autre, une petite ablette. Viens là, c'est un petit cendre. Il flottait sur l'eau. J'ai cru qu'il était mort. On est juste en dessous du barrage. Mais je crois que c'est l'eau qu'on trouve par ici. J'ai mis la main dedans et elle est très froide, alors que l'eau du fleuve est très chaude. Et quand l'eau froide rencontre l'eau chaude, ça crée un choc thermique. Ces poissons flottent sur le dos. Regardez, il est vivant. Je vais le remettre à l'eau. C'est un petit cendre et il y en a beaucoup par ici. Quand on est arrivé il y a quelques minutes, j'ai vu quelque chose s'agiter près de ces débris flottants. J'ai cru que c'était une carpe, mais c'était un silure. Il devait faire 5 ou 7 kilos et savait manifestement où trouver à manger. Les petits poissons doivent parfois passer par les turbines du barrage pour arriver déjà à chez Menu. C'est un autre exemple de la richesse du fleuve. Ce barrage a été créé par l'homme et il fournit l'alimentation nécessaire à Monsieur Silure. Je le remets à l'eau. Il va peut-être guérir. Une source de nourriture incroyable. Et tout ça grâce au barrage. L'Èbre est peut-être un environnement artificiel, mais il est loin d'être désert. Les animaux de toute la région viennent s'y nourrir. On a au-dessus de la tête un vautour blanc à l'affût. Il y a beaucoup de vautours fauves en train de couver sur ce rocher. On dirait qu'il a été construit exprès, avec des saillies pour les vautours. Les boulettes de haddock que les pêcheurs utilisent comme appât sont très odorantes. Et je dois aussi dégager quelques odeurs troublantes. Je pêche au soleil depuis quelques jours et je ne m'étais pas rendu compte que je sentais si fort. Mais j'attire les vautours. Jürgen, mon guide, est depuis longtemps témoin de la croissance et des agressions des silures. Ici, un poisson sur 4 ou 5 pèse plus de 50 kilos. Et on en pêche des centaines par an rien que dans ce petit coin du fleuve. La population est plus élevée que jamais. On n'a jamais vu ça en Espagne. Il faut faire attention si on nage par ici. Il y a eu des attaques, surtout en relâchant le poisson. Parfois, il mord très fort. Et on a comme un gros U ou un gros C. Là où il a mordu. Il serre une seconde et relâche. Remontez-le. Super. C'est un poisson. Un cendre. Belle bête. Ce n'est pas ce que je cherchais, mais c'est pas mal quand même. C'est la version adulte des petits poissons flottants que j'ai vus tout à l'heure. Bien qu'épineux, il reste très apprécié des silures. Et il s'en va. Si les silures vivent vraiment jusqu'à 80 ans, les premiers qui ont été introduits dans la rivière n'en sont même pas à la moitié de leur vie.
Pour vérifier leur voracité, je me dirige vers un des affluents de l'Èbre. Mon guide me dit qu'ici, les silures sont tapis au bord de l'eau. Ils embusquent les poissons qui remontent le courant et s'emparent de tout ce qui tombe de la berge. C'est une technique de pêche très dynamique et très précise. Toujours en mouvement, on ne reste pas assis à attendre. Et si un poisson mord, on le voit, on le sent, on l'entend, car il se jette sur l'appât et embarque la ligne. Oui, oui, oui. Il descend le courant. Attention à la rame. Je l'ai perdu. Je ne suis pas au meilleur de ma forme. Tout va trop vite. C'est le dernier endroit où je m'attends à voir un gros silure. Mais c'est manifestement un poisson que je connais mal. Et je vais apprendre à mes dépens qu'il est bien plus rusé que ce que j'imaginais. Oui, oui, oui. Je déroule, je déroule. Il s'en va, il s'en va. Il est parti. Il est parti. Il a saisi l'appât en une fraction de seconde, à environ 15 cm de la berge. Tout se passe tellement vite ici. On dirait une course contre la montre. Il faut laisser le poisson descendre un petit peu et donner un coup de poignet. Et l'attaque est frontale. Le poisson laisse d'abord couler l'appât. Absolument. 2 fois et rien. Bon sang. Les silures sont chez eux ici. Pas seulement dans le canal central, mais dans tous les affluents du fleuve. Ce sont de grands prédateurs, et ils sont dotés d'un aplomb dont je vais être témoin. Ils n'ont peur de rien. Regardez. C'est un gros poisson. Il a reculé. Je crois qu'il m'a vu. Je vais jeter une pierre dans l'eau. Pas de réaction. Le poisson a juste reculé légèrement. C'est très rare de voir ça. Ce poisson mesure 2 mètres de long. Il pèse au moins 60 kilos et il restait au bord. Je le voyais en entier. Il est là. Quel spectacle. C'est très rare. Et il est très gros. Si j'étais descendu dans l'eau, j'aurais pu lui caresser la tête. Une bouche comme ça, à mes pieds. Avec un dos moucheté magnifique, parsemé de taches noires et blanches. J'ai jeté une pierre pour voir sa réaction. Il a simplement reculé avant de glisser sous le canot et de partir. J'adore voir les poissons de si près. C'est fantastique. N'importe quel autre poisson aurait pris la fuite et disparu en un clin d'œil. Et ce silure n'était même pas un gros spécimen. Mais assez de menus frettins pour aujourd'hui. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Je suis au bord du fleuve Èbre, en Espagne, à la recherche de silures géants. Ces poissons peuvent grossir de 5 kilos par an. Si c'est vrai, certains silures du fleuve ne tarderont pas à atteindre les proportions des légendes médiévales. Si je veux en trouver un capable de manger un être humain, il doit faire au moins la taille d'un homme et peser dans les 70 kilos. Il est temps de sortir l'artillerie lourde. Plutôt que de lancer nos lignes, on lâche nos appâts à 100 mètres de la berge, à la limite des troncs d'arbres qui jonchent le canal principal. J'installe une alarme sophistiquée et je peux profiter tranquillement du soleil espagnol. Et on attend. Ce n'est pas ma technique préférée. J'aime sentir la ligne, être en contact avec l'appât. Mais le silure mange tout ce qui lui tombe sous la dent. Et de plus, il fait chaud. Par ici!
Et il fait soudain encore plus chaud. Il emporte ma ligne. Il emporte ma ligne. C'est mon premier silure espagnol géant. Et je sens tout de suite qu'il ne plaisante pas. C'est physique, très physique. Il a tiré un grand coup sur la ligne en mordant. Il a bien failli l'emporter. Je commence à avoir des crampes. C'est bon signe. Vous avez le poisson? Il me tire en arrière. Il veut vous faire tomber. Ces silures espagnols chassent en plein jour. Ils dérogent à toutes les règles, et on dirait même qu'ils ont l'habitude d'être manipulés. Mon premier silure pèse 63 kilos et mesure 2,10 m. S'il prend 5 kilos par an, dans 20 ans, cette bête déjà imposante pèsera plus de 160 kilos. Plus du double de son poids actuel. Et s'il vit jusqu'à 80 ans, je vous laisse faire le calcul. La seule chose qui pourrait le restreindre, c'est la nourriture. Mais ici, il y a une nourriture en abondance. D'autres silures. Car ce poisson n'est pas seulement mangeur d'hommes. Il est cannibale. Je pêchais sur le lac l'an dernier avec 3 amis quand on a remonté un poisson. Il a vomi, il était malade. Il pesait environ 70 kilos. Je suis retourné voir ce qu'il avait régurgité et j'ai trouvé un crâne de silure encore accroché à la cage thoracique. J'ai estimé qu'il devait peser dans les 20 kilos. Ça montre ce qu'ils sont capables d'avaler. On va étudier de plus près cet animal. La première chose à regarder chez un prédateur, c'est la tête. Et ce qui frappe ici, c'est sa très grande bouche, d'environ 25 cm de large. Il a des petites dents pointues et tranchantes. Mettez la main là-dedans et vous saignerez. Mais en termes de prise, elles sont parfaites. S'il vous attrape la jambe avec des mâchoires pareilles, il ne vous lâchera pas. Ils sont conçus pour guetter leur proie au fond et attraper tout ce qui passe au-dessus de leur tête. Ils sont capables de repérer leur proie grâce à leurs yeux, positionnés sur le dessus. Mais surtout, ils ont ces barbillons. Ce sont des capteurs sensoriels. Ils sentent tout ce qui pénètre dans l'eau. Ils captent les vibrations et les variations de composition dans l'eau, même si elles sont très subtiles et très faibles. Sur le flanc, et on le voit bien sur ce poisson, il y a la ligne latérale. C'est un peu leur super organe sensoriel. Ils détectent la moindre vibration dans l'eau, et à un niveau très faible. On voit aussi des traces sur la peau. Il a dû être blessé par un autre poisson. Peut-être qu'en s'accouplant, il a été un peu trop sauvage, un peu trop enthousiaste. L'estomac est ici, avec les branchies. Ça veut dire qu'il peut avaler quelque chose d'aussi long que ça. L'aliment passe par l'arrière de la gorge, qui est ici. Une sorte de sphincter s'ouvre et ça permet aux silures d'avaler des proies de 60 cm. Ce qui irait dans le sens des récits médiévaux de bébés et d'enfants retrouvés dans l'estomac du monstre. Un silure doit pouvoir avaler une proie qui mesure le tiers de la longueur de son corps. Donc, si ceux du fleuve espagnol continuent de grossir, ils pourraient un jour être en mesure d'avaler un homme. Cette fois, la réalité talonne la fiction de près. Ces poissons sont vraiment des prédateurs redoutables. Ils mangent tout et n'importe quoi, mais sont parfaitement équipés pour chasser et pour surgir du fond de l'eau. Ce n'est qu'une bouche attachée à un corps souple et tout en muscles. Je ne peux plus le tenir. Le silure, comme tous les siluridés, peut vivre longtemps hors de l'eau dans un environnement froid et humide. Celui-ci n'a pas très envie de partir. Je le laisse là? Poussez-le. En une fraction de seconde, il se retourne. Heureusement, j'ai de bons réflexes. C'était la première attaque de silure filmée. Je me demandais s'il allait bouger et il a pivoté d'un coup.
Je sais que des pêcheurs se sont déjà fait mordre, et je ne veux pas que ça m'arrive. Je n'ai pas de traces, je n'ai rien, mais c'est arrivé. Mon caméraman Simon et moi allons faire une expérience. Je veux observer et filmer un silure sous l'eau. Je veux voir exactement comment le plus grand prédateur d'eau douce d'Europe opère dans son élément. Ce qui m'intéresse, c'est le moment où le silure saisit sa proie. Ça ne va pas être facile, car très peu de gens ont la chance de voir ça. Mais j'ai quelques idées pour l'attirer vers nous. Ça, c'est la caméra. Ça, c'est ce qui sera derrière le bateau et à environ 1 mètre. Il y aura un leurre, il sera derrière. C'est une caméra puissante malgré sa taille. Voilà, Simon a 2 flotteurs et 2 réservoirs. Et pour empêcher que ça bouge trop, on a ça aussi. Ça permettra à la caméra de rester bien droite. On va la fixer à l'arrière du bateau, surveiller le leurre, et avec un peu de chance, quelque chose va l'attraper. Il va falloir s'accrocher, car si c'est un gros poisson, le matériel pourrait passer par-dessus bord. Ça marche bien, je vois le leurre. Il est en plein milieu de l'écran. J'observe. D'habitude, on ne voit pas ce qui se passe. Mais cette fois, je peux observer la scène derrière le bateau. Je crois que c'était une carpe. On touche le fond. Qu'est-ce qui se passe? Non, on frotte, on frotte. J'ai perdu mon leurre. Je l'ai perdu. La caméra a été un peu secouée. Elle n'est pas assez solide pour résister à ce genre de choc. Mais à part ça, tout va bien. Juste avant ça, j'ai vu une ombre grise surgir de nulle part et repartir. C'était peut-être un silure qui venait voir ce qui se passait ou juste un rocher. Je ne sais pas. Je m'apprête à découvrir un autre aspect du comportement de ce poisson. On est en train de donner des coups dans l'eau. Ça envoie une onde sonore et on peut l'observer sur le sonar. Oh ouais, Oui, oui, oui. ils foncent sur le leurre. Il est là, je le vois. C'est un silure. Il est juste en dessous du leurre. Fantastique. On le voit bien au sonar. Le voilà, les barbillons. Oui, oui, oui. Et il remonte en plein centre de l'écran. Génial, regardez. Il attaque la caméra. C'est la preuve que dès qu'il y a du mouvement à la surface, le silure qui habite en dessous vient voir ce qui se passe. Oui, oui, oui. En bas de l'écran. Il est là, il est là. Regardez. Il est parti. Il est parti. On n'a pas remonté de poisson, mais la journée a été fructueuse, car j'ai beaucoup appris sur le comportement du silure et comment il réagit aux vibrations et aux mouvements à la surface. C'est un poisson de fond, mais s'il entend quelque chose, il remonte. Ses barbillons gigotent. Il est curieux. Sans une caméra sous-marine, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais dès qu'on filme sous l'eau et qu'on fait du bruit, on le voit remonter droit sur la caméra pour voir ce qui se passe au-dessus. Tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, et la réaction du silure à un appât dans l'eau, confirme que c'est un grand prédateur agressif et intrépide. Ajoutez à ça ces mensurations colossales, et on obtient une bête à laquelle on n'a pas envie de se frotter. J'aimerais maintenant savoir quelle taille doit faire un silure pour m'entraîner au fond de l'eau. Ce poisson ressemble peut-être à une grosse limace, mais dans son élément, c'est un requin au sens ultra développé.
Comme la plupart des gens, si je saute à l'eau, je ne coule pas, je flotte, même après un repas copieux. Ce n'est pas trop dur. Je remue un peu les bras et les jambes. La question est, quelle taille doit faire un poisson pour m'attirer sous l'eau? J'ai un poids à la ceinture pour l'instant de 2 kilos et ça va très bien. Là, c'est plus dur. 4 kilos. Je bats des pieds 2 fois plus vite. Mais j'arrive à rester hors de l'eau. Je peux porter 4 kilos en m'agitant un peu plus. On a pesé ce caillou. Il va m'alourdir de 9 kilos. Je vais voir comment je m'en sors avec la résistance de l'eau. C'était très intéressant. Avec 9 kilos de poids, je gardais à peine la tête hors de l'eau. Je luttais. 2 kilos de plus et j'aurais coulé, même en me débattant comme un diable. Si on demandait à la plupart des gens quelle taille doit faire un poisson pour attirer un corps sous l'eau, ils répondraient sûrement la même taille que sa victime. Je pèse environ 80 kilos. Et sur la terre ferme, je m'en sors très bien. Mais dans l'eau, il suffirait qu'un poisson exerce une traction de 10 kilos, 1/7 de mon poids, pour que je n'ai aucune chance. Je coulerais à pic. Et il me suffirait de boire la tasse pour disparaître à jamais. C'est la preuve que le poisson n'a pas besoin d'être très gros. Regardons de plus près la puissance de traction. Le silure de 63 kg m'a déséquilibré et presque fait tomber. Mais quelle force suis-je capable de générer? Je ne peux même pas faire tomber notre réalisatrice dans l'eau et elle fait la moitié de mon poids. Et elle ne me tient qu'à une main. Je pourrais être attiré dans l'eau par un poisson 2 fois plus léger que moi, de 35 ou 45 kilos. Le problème ici, c'est que l'Èbre est rempli de poissons de cette taille, et même plus gros. Ce qui explique pourquoi peu de gens se baignent. Je commence à m'inquiéter sérieusement. Même sur la terre ferme, comment je vais venir à bout d'un silure de 90 kilos lors d'un duel à main nue? Je dois quitter l'Espagne dans quelques jours et je veux battre le record de 70 kilos que je me suis fixé. Mon respect pour le silure n'a fait que grandir ces derniers jours. Si celui-ci me fait tomber, je suis en danger. J'ai déjà failli basculer vers l'avant. Je commence à avoir mal au niveau de l'aine. La ligne est coincée. C'est physique, très physique. Il arrive. Il est costaud, mais il fatigue. Il fatigue. Le voilà. Voilà mon poisson. Bon sang. Mon entrejambe me fait un mal de chien. Le voilà. Mais pèse-t-il plus de 70 kilos? Je mesure la bête. 2 mètres... 2 mètres 25. Regardez cette bouche. On entend l'écho dans sa bouche. Il y a quelqu'un? Et je vois son gosier qui s'ouvre et se ferme. Si j'en avais le courage, je pourrais facilement enfoncer mon poing dans sa gorge. C'est une machine carnivore. Presque 2,50 m de muscles purs et durs. S'il vous attrape la jambe, mieux vaut ne pas y penser. Mais s'il décide de vous attraper la jambe et que vous êtes dans l'eau, vous êtes fichu.
Je pèse 80 kilos les bons jours ou les mauvais. Tout dépend du point de vue. Ce poisson doit peser plus que moi. 74 kilos. Il n'est pas aussi gros, gras et laid que moi. C'est incroyable. Tout à l'heure, pour découvrir la force de traction que je pouvais générer dans l'eau, quelqu'un me retenait de la berge par une corde fixée à un doigt. Le peson indiquait dans les 15 kilos de force. Ce poisson a bien failli me faire tomber. J'ai dû enfoncer mes pieds dans le sol pour résister. Qu'une bête qui n'a aucune prise puisse générer une telle force dans l'eau me paraît incroyable. C'est très impressionnant. Il est temps de le libérer. Voyons comment il réagit. Il a un peu récupéré, peut-être plus que moi. Je vais le relâcher. S'il se tourne vers moi, je compte ne pas bouger, pour voir, un peu comme un éléphant, si c'est une charge d'intimidation ou s'il va vraiment m'attraper la jambe. J'essaie de ne pas oublier que le poisson est plus gros que moi. Il mesure quelques centimètres de plus, j'ai quelques kilos de plus. Mais dans l'eau, ça compte pour du beurre. Il est dans son environnement. Il frôle mon pied. Mes réflexes ont pris le dessus sur ma volonté. Je voulais tenir bon, mais j'imagine très bien ce qui a pu se passer dans sa tête de poisson. Il ne faut pas les provoquer s'ils sont dans leur milieu naturel. Le silure est un prédateur qui a du caractère. 2 des poissons que j'ai pêchés s'en sont pris à moi quand je l'ai libéré. Mais de là à manger un homme... En tout cas, un silure mangera tout ce qu'il peut enfourner dans sa bouche monstrueuse. Oui, oui, oui! S'il s'agit d'un homme, le silure ne fera aucune distinction. Ces monstres médiévaux avaient peut-être disparu, mais il semble qu'ils soient de retour, bel et bien vivants, et en pleine croissance dans l'Èbre, en Espagne. C'est une bête monstrueuse. Si je reviens ici, dans 20 ou 30 ans, je rencontrerai peut-être le poisson le plus gros qui ait jamais existé. Et qui sait si dans un avenir proche, une histoire de silure mangeur de bébés ne fera pas à nouveau la une des journaux.